tu ne peux pas avoir de diplomatie si tu refuses de voir le point de vue de l'autre. Et comme nous, on est là dans l'hystérie anti-russe, russophobe, etc. On l'a fait aussi déjà dans l'histoire du Russiagate depuis l'élection de Trump. On nous dit c'est les Russes, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu as une intoxication avec les Russes qui nous fait que nous sommes incapables de comprendre le point de vue d'abord des Ukrainiens de l'Est et puis des Russes de Russie. Jean Bricmont, bonjour. Bonjour Vincent. On va parler d'actualité, de la guerre en Ukraine. Et notamment, dernièrement, on a vu le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 et la presse occidentale pointer du doigt la Russie comme étant responsable potentiellement de ces sabotages. On a vu l'une de Libération, etc. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? D'abord, c'est un peu tôt pour décider qui est coupable, mais moi, j'applique toujours l'argument de plausibilité. C'est l'argument contre la croyance au miracle, c'est que plutôt que de croire à un miracle, il vaut mieux croire que les gens qui vous racontent un miracle sont des gens qui se trompent ou vous trompent, ou ont été trompés par d'autres. Parce que ça, c'est une expérience commune, tandis que les miracles, par définition, c'est quelque chose qui viole les lois naturelles. Donc moi, je trouve qu'il faut toujours partir de l'argument de plausibilité. Quelle est la plausibilité que les Russes fassent ça ? Premièrement, quel est leur intérêt ? Ce gazoduc, pour autant que je puisse savoir, il était à l'arrêt. Mais évidemment, s'il pouvait être mis en marche, par exemple en Allemagne, il y avait des manifestations demandant l'ouverture du gazoduc 2 parce que les gens manquent de gaz, ils manquent d'énergie, etc. Et donc, du point de vue des Russes, ça aurait été un parfait moyen de pression sur l'Allemagne. Ils auraient pu faire du chantage, ils auraient pu faire toutes sortes de choses. Le détruire, une fois qu'il est détruit, il ne va pas être reconstruit facilement. Et donc, et en plus, c'est eux qui l'ont financé, c'est un gaspillage gigantesque. Ça n'a aucun sens pour eux de le faire. Je vois aucune motivation. Dire qu'ils envoient un signal qui montre qu'ils peuvent détruire. Mais tout le monde sait qu'ils peuvent détruire des installations. Ils ont des missiles. Mais ça n'a aucun sens pour eux de détruire cette installation particulière qu'eux-mêmes ont construit à grands frais et qui était un parfait moyen de pression sur l'Allemagne et sur les pays européens. On pourrait vous dire qu'ils l'ont détruit dans le but justement de faire accuser les États-Unis, que ce serait une sorte de billard à trois bandes. Oui, mais ça, je ne sais pas qui joue à ce billard, parce que tout le monde voit que immédiatement c'est eux qui sont accusés, et ils savent très bien que la presse occidentale, elle agit comme ça, hein, c'est un acte réflexe, elle va évidemment les accuser eux, donc ils savent très bien qu'ils vont être accusés eux. Et l'autre chose, c'est que pour autant que je sache, ces mers sont très contrôlées, ne sont pas si faciles d'accès, et je ne vois pas très bien comment les Russes pourraient faire une opération pareille sans être détectés, et sachant qu'ils seraient détectés, je ne vois pas pourquoi ils la feraient, tu comprends ? Et donc, moi, j'utilise l'argument de plausibilité que j'utilise tout le temps, que les Russes, le 11 septembre, etc. Je trouve que ce n'est pas très plausible d'accuser les Russes. Maintenant, qui est coupable, ça c'est encore autre chose. Ne pas accuser les Russes ne veut pas dire accuser les Américains. Mais il y a aussi quelque chose qui est remarquable, c'est que ni l'OTAN ni les Américains n'ont nominalement accusé les Russes. Ils ont dit c'est pas nous, mais le problème c'est qui est nous. Tu vois, moi je ne suis pas certain qu'il ne peut pas y avoir une opération style OS pendant la guerre d'Algérie, c'est-à-dire style ultra, qui se rendant compte qu'il y a une pression montante en Allemagne pour rouvrir le gazoduc, pour éventuellement arriver à ce qui me semble la solution nécessaire à cette guerre, c'est des négociations avec les Russes, une négociation globale, qui veulent empêcher cela, et en faisant sauter le gazoduc, ils rendent impossible. Si maintenant, il y avait des manifestations disant ouvrir le Nord Stream 2 en Allemagne, maintenant tu ne peux plus manifester puisqu'il est hors d'usage. Et donc, c'est peut-être une façon de saboter, mais qui n'est pas nécessairement faite par l'État américain tout entier, mais par certains éléments. Il faut savoir que, par exemple, pendant la guerre du Vietnam, je crois que c'était en 1963, il y avait un type que les Américains avaient mis au pouvoir dans le sud-Vietnam, qui s'appelait Diem, et qui a été assassiné par la CIA, qui les a remplacés par les généraux Thieu et Ky. Kennedy n'était pas au courant, il n'était pas content. Il n'était pas encore au pouvoir, mais il allait y arriver quand on a assassiné Lumumba, il n'était pas content. Pourtant, tout ça, ça a été fait avec la complicité des Américains. Donc, l'idée d'un État profond, qui est soi-disant une théorie du complot, blablabla, c'est pas vrai. Il y a un État profond. Et ils peuvent faire des opérations, éventuellement avec la collaboration des Polonais. J'en sais rien, je n'en sais rien, d'accord ? Mais la seule chose dont je suis sûr, c'est que c'est très probablement pas les Russes. Pour les deux raisons que je dis, ils n'ont pas de motivation. Et deux, je pense qu'ils auraient été détectés. On aurait des preuves s'il y en avait. Le fait qu'on ne sorte pas de preuves et on ne sort même pas d'accusations claires, sauf dans les médias, qui sont encore plus... Les médias sont encore pires que les dirigeants américains, les médias français en particulier.
ça me paraît clair que c'est pas ça. Et donc, et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant, tu as un slogan, un hashtag, comme on dit, qui circule en Allemagne, c'est Sanktionen gegen die USA, sanctions contre les États-Unis, parce qu'ils disent, voilà, maintenant, c'est eux qui sont nos ennemis. Et mon espoir, c'est que les Allemands se rendent compte, finalement, tant d'années après la guerre, qu'ils sont encore un pays occupé, et que toutes leurs élites, c'est encore pire qu'en France. Déjà, dans les années 60, De Gaulle disait « Ah, mais les Américains, ils vous envoient une caisse de bouteilles de whisky, ils vous invitent à un séminaire, un séjour dans l'université américaine, ils vous invitent au dîner en ville, etc. » Et toute l'intelligentsia est corrompue. Mais en Allemagne, c'est encore pire. Ici, il y a les young leaders, il y a tout ce qu'on veut. Mais en Allemagne, c'est vraiment un pays qui est complètement colonisé par les Américains depuis la guerre. Mais ça ne veut pas dire que le sentiment populaire, si tu veux, ou populaire, y compris des intellectuels, mais pas des intellectuels dominants, si tu veux, ne peut pas changer. Et comme, même si on ne peut pas prouver que c'est les Américains, on a du mal à croire qu'une partie de l'État américain n'a pas un rôle là-dedans, n'a pas autorisé ça ou rendu ça possible, ou aidé ça, etc. En tout cas, Biden l'avait annoncé. Oui, Biden, oui, mais alors on te dit il n'a pas annoncé qu'il allait les détruire, il a dit simplement, oui, bien sûr, il a dit qu'on empêcherait. Ah oui, ça c'est aussi un truc très comique. Imaginons que Poutine ait dit qu'il avait les moyens d'empêcher le Nord Stream 2 de fonctionner. Qu'un proche collaborateur de Poutine, qui serait l'équivalent de Victoria Nuland pour Biden, ait dit la même chose. Et que un allié de la Russie ait tweeté « Merci la Russie » avec la tache de gaz dans la mer, tout le monde dirait ça c'est la preuve que c'est la Russie. Or, mutatis mutandis, tout ça est vrai pour les États-Unis et personne ne considère ça qu'une preuve pour les États-Unis, y compris moi. Moi je ne dis pas que c'est une preuve contre les États-Unis, mais au moins ça donne une suspicion et peut-être qu'il y aura un réveil dans l'opinion européenne qui se rend compte que ces sanctions contre la Russie ne servent en rien à arrêter la guerre, parce que les Russes ont une très forte résilience, ils l'ont montré avec Napoléon et avec Hitler, c'est-à-dire s'il y a une baisse du niveau de vie en Russie, d'abord ils vont évidemment faire quelque chose que tu connais bien à propos de l'Amérique latine, qui est la substitution aux importations, qu'ils ont déjà fait après 2014. On a dit, voilà, on prend des sanctions avec l'histoire de la Crimée. Ils ont dit, bon, ben, on va faire notre propre fromage, on va plus acheter les fromages français. Ouf, les Français ont perdu le marché, et c'est comme ça pour tout. Du champagne, tout le monde peut faire du vin, du champagne, du fromage, etc. Et évidemment, aussi, à terme, des semi-conducteurs. Tout le monde fait comme si c'était des espèces de sauvages qui sont incapables de faire quoi que ce soit, mais c'est pas vrai. Et ces sanctions, à mon avis, ne vont certainement pas affecter l'économie russe, oui, mais elles ne vont pas l'affecter au point que la population se tourne contre le régime, parce que ça n'a pas marché avec Cuba, et ça c'est depuis 1960 ou 59, ça n'a pas marché avec l'Iran depuis 79, ça n'a pas marché avec l'Irak, il a fallu envahir l'Irak, ça ne marche pas avec la Syrie. Je veux dire, tous les pays qu'on sanctionne en pensant que ça va faire des changements de régime, ça ne marche jamais. Donc ces sanctions, en fait, font un tort énorme à l'économie européenne, ne font pas, à mon avis, beaucoup de tort à l'économie américaine, et ne change rien sur la question de la guerre. Et donc, il y a un moment donné où il faudrait que les élites européennes, je parle des élites, pas des élites au pouvoir, mais des gens comme Emmanuel Todd, par exemple, qui le dit déjà, ou Jacques Sapir, ou des intellectuels plus représentatifs que nous, mais qui ne sont pas au pouvoir, si tu veux, que ces gens-là finissent par créer un déclic dans l'opinion, et on se rend compte qu'on est en fait, que nos élites, en particulier von der Leyen, la Commission européenne et tout ça, qui nous alignent systématiquement sur la politique américaine, en fait, sont anti-européennes. Moi, je suis pro-européen, je suis pro-français, pro-belge, etc. Je ne suis pas pro-russe, je m'en fiche. Alors ça, c'est une critique qu'on pourrait vous faire, parce qu'à vous entendre, on a l'impression que dans l'histoire, les méchants sont les Américains et les gentils seraient les Russes. Alors que dans cette affaire ukrainienne, c'est bien l'armée russe qui a pénétré le territoire de l'Ukraine et qui, par la force, a tenté d'annexer, et d'ailleurs est en train d'annexer des territoires autrefois ukrainiens. Oui, il y a deux choses à répondre là-dessus. La première, si tu veux, c'est que l'accusation d'être... Je donne cet exemple que je trouve parlant, c'est qu'à l'époque où l'Empire belge occupait une partie de l'Afghanistan, avec les Américains bien sûr, il y a un député belge, je crois que c'est un socialiste flamand, qui demande au ministre de la Défense ou de la Guerre combien de temps on va rester en Afghanistan. Et le ministre lui répond « Ah, je vois, monsieur X, le député, est un ami de Bin Laden. » C'est comme ça dans toutes les guerres.
On ne faisait rien en Afghanistan. J'ai toujours dit que les Belges partiraient quand les Américains partiraient. Ils sont partis avant, les Français aussi. Les Américains sont partis. Et quand on regarde le bilan de cette guerre, on est passé, comme disait Finkelstein, Norman Finkelstein, en 20 ans, on a eu 4 présidents américains, 2 000 milliards de dollars dépensés, et on est passé des talibans aux talibans. Donc, c'est résultat zéro. Alors, quand on dépense tant d'argent, soi-disant, pour améliorer le sort des femmes, avec cet argent-là, on peut améliorer le sort de beaucoup de femmes dans le monde, hein, beaucoup. On peut donner de l'eau potable, des soins de santé à tout le monde, hein, parce que 2 000 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Et donc, c'était une absurdité complète. Et les gens qui disaient ça, ou qui disaient que ce n'était pas notre intérêt, que ce n'était pas une politique raisonnable, avaient raison. Et on les traitait d'amis de Bin Laden, des talibans, etc. Et on l'a fait dans toutes les guerres. Moi, j'ai été ami de Milosevic, de Saddam Hussein, d'Assad, des dirigeants iraniens, des Palestiniens, évidemment, du Hamas, de Kadhafi. Oui, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, parce que je prétends que je plaide pour une autre politique européenne, française. Je suis gaulliste. Oui, en politique étrangère, je suis gaulliste. Mais Jean, là, la différence notoire entre, par exemple, l'Irak et l'Ukraine, c'est que l'Irak était envahi. Oui. Là, c'est l'Ukraine qui est envahie. Mais c'est très bien. Eh bien, ma réponse, elle est multiple. Premièrement, si vous voulez condamner l'invasion de l'Ukraine, très bien, faites-le. Faites-le. Et faites la même chose que vous avez fait pour l'Irak. C'est-à-dire rien. Ne prenez pas de sanctions, ne prenez pas de mesures. Pour l'Irak, est-ce qu'on a confisqué le bien d'un oligarque américain, ce qu'on appelle des milliardaires? Est-ce qu'on a pris la moindre sanction contre les scientifiques, les sportifs américains, etc. Si on me dit que c'est parce que les Américains sont trop forts, alors que fait-on sur l'Arabie Saoudite quand ils créent une monstruosité sans nom au Yémen? Que fait-on contre l'Azerbaïdjan, qui n'est quand même pas une superpuissance? Que fait-on contre Israël? Bon, Israël est hors concours, mais bon, à cause de la lutte contre l'antisémitisme. Mais je veux dire, il y a des tas de situations. Ou que fait-on, comment dirais-je, des exemples encore plus simples. Si tu prends Chypre, c'est un pays qui était une colonie britannique, qui est devenu indépendant en 1960, en 1974, à cause de conflits internes. La Turquie a simplement annexé un tiers de l'île, plus ou moins, et qui est toujours sous contrôle des Turcs, et qui n'est reconnu par personne. Ils ont créé une république de Chypre turque, qui n'est reconnue que par la Turquie, mais ils sont là, ça n'empêche personne de dormir. Enfin, je ne vois pas ce qu'on fait, quoi. Ou le Cachemire, ou je ne sais pas, il y a des cas de... Le Cachemire, c'est une partie de l'Inde, enfin, qui est en partie en Inde, en partie au Pakistan, en partie en Chine. Et il y a non-reconnaissance mutuelle, enfin, il n'y a pas de reconnaissance mutuelle de ces territoires, et ça n'empêche personne de dormir, ou le Sahara occidental, ou je ne sais pas, il y a des milliers de... Enfin, pas des milliers, mais il y a des quantités de situations où ça n'empêche absolument personne de dormir. Et si on veut prendre maintenant le cas particulier de l'Ukraine, alors moi je ne suis pas d'accord pour faire commencer l'histoire en février 2022. Parce que l'histoire, elle remonte au moins à 2014 et même, je dirais, à 1920-21 lors de la création de l'Ukraine. Parce que la création de l'Ukraine soviétique, ça a été une création artificielle. Donc, je ne sais pas que l'Ukraine était un pays qui a été annexé par l'Union soviétique, par la Russie, etc. Non, une partie de l'Ukraine a été annexée, ça c'est vrai. Mais l'Ukraine, dans les frontières actuelles, a été créée par les bolcheviks pour en fait faire une Ukraine relativement forte en incorporant des parties russes, complètement russes, de l'Empire russe dans l'Ukraine. Alors évidemment, à l'époque soviétique, ils n'avaient pas beaucoup le droit de se plaindre, et de toute façon, ça n'avait pas énormément d'importance parce que le pays était quand même, les républiques n'étaient pas très indépendantes, c'est le moins qu'on puisse dire. En 1954, Khrouchtchev a rajouté à l'Ukraine la Crimée, qui avait toujours été russe depuis le XVIIIe siècle, depuis l'avant l'indépendance des États-Unis. Donc là, si tu commences à discuter de ça, tu peux parler des territoires pris aux Indiens par les Américains. Je veux dire, ça faisait partie de la Russie, mais ça a été rattaché à l'Ukraine. Et alors, quand l'Ukraine est devenue indépendante en 1991, il n'y avait pas un grand enthousiasme, sûrement pas en Crimée. Dans le reste de l'Ukraine, c'est compliqué. Et puis, en 2014, il y a un coup d'État fomenté et entretenu par les Américains. Alors, si j'ai le temps, je voudrais expliquer donc ce qui s'est passé. En 2013, il y avait un désaccord entre la Russie et l'Union européenne à propos d'accords de libre-échange entre l'Ukraine et l'Union européenne. Donc, eux voulaient un accord. Et puis, évidemment, comme ils avaient un accord avec les Russes ont dit oui, mais ça ne va pas, c'est parce qu'on doit participer à la négociation. L'Union européenne a dit non, on n'en veut pas.
Yanukovych, qui était au pouvoir là, a dit bon, maintenant je vais réfléchir. Du coup, il y a eu les événements de Maïdan en 2014, il a dû fuir. Alors qu'on ne me dise pas que quand un président est élu, reconnu nationalement et internationalement comme ayant été légitimement élu, doit s'enfuir pour sauver sa vie, c'est pas un coup d'État. Après, ce qui se passe après, qu'il y ait des élections, qui légitiment ça, etc., bon, n'empêche, c'est un coup d'État. Et donc l'Ukraine, comme je dis, c'était une création artificielle d'époque des bolcheviks. Il y a eu la Crimée, mais il y avait aussi la partie de l'Ouest qui ont été incorporées à l'Ukraine et qui venaient de territoires polonais, roumains, peut-être hongrois, je ne sais pas, et qui ont été annexés à l'époque de la guerre, à la fois en 40, et puis en 39-40, et puis en 45. Et ils ont été annexés, on n'a demandé l'avis de personne. Mais évidemment, ces territoires-là sont très anti-russes, tandis que les territoires qui ont toujours été russes sont pro-russes. Donc on est dans un pays totalement divisé ethniquement, comme le mien d'ailleurs, comme la Belgique. Seulement en Belgique, on a fédéralisé, on a fait des concessions aux minorités, enfin, y compris la minorité germanophone. On a adopté une position raisonnable qui était de reconnaître une relative autonomie des différentes régions. Ce qui n'a pas été fait en Ukraine. Mais ce qui n'a jamais été fait en Ukraine. Et c'était au départ, c'est ce que les Ukrainiens de l'Est voulaient. Ils voulaient pas la séparation, ils voulaient une large autonomie, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si je dois dire à un boulanger belge qui est obligé de fermer maintenant parce qu'il ne peut plus payer ses factures de chauffage ou ne peut plus payer son four, qu'il doit fermer parce que vous comprenez, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait une autonomie dans les régions est de l'Ukraine, il va te pendre. Mais évidemment, on ne va pas lui dire ça, on ne va jamais lui dire ça. On va dire, oui, c'est à cause de Poutine, ou bien on va lui dire, voilà, c'est la crise, on ne va même pas lui expliquer les raisons de la crise. Mais si on remonte au départ, c'est même à cause d'un désaccord sur un accord de libre-échange. Que peut-on trouver de plus absurde? L'accord de libre-échange, c'est des trucs qui se négocient, c'est toujours un truc, c'est jamais un libre-échange intégral, donc c'est toujours des trucs... Du point de vue américain... Et donc, attends, non mais c'est important de comprendre ça, parce que si on ne comprend pas que dans l'est de l'Ukraine, on a des populations russes qui ont été rattachées à l'Ukraine artificiellement et qui n'ont pas pu accepter un régime russophobe, profondément russophobe, hostile aux Russes. Et par exemple, Poroshenko, qui était président de l'Ukraine avant Zelensky, il a dit bon, leurs enfants seront dans les caves et les nôtres iront à l'école, ils n'auront pas de pension, nous aurons des pensions, etc. à propos des Russes de l'Est de l'Ukraine, pas des Russes de Russie. Alors évidemment, tu comprends bien que moi, j'ai jamais entendu un discours pareil de la part de responsables à propos des Wallons ou des Flamands en Belgique ou des étrangers. Ça n'existe pas. Si tu dis ça, tu es au-delà de l'extrême droite. Il n'y a personne. Marine Le Pen ne dit pas ça des Arabes. Je veux dire, il n'y a personne qui dit le tiers du quart de ça aujourd'hui dans nos pays à propos de minorités ou des Corses ou que sais-je. Et donc, quand tu as des discours comme ça, tu en trouves plein, tu vois. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que Zelensky a dit à un moment donné que ces gens, ces individus, ou je ne sais pas quel terme il a utilisé, s'ils ne se sentent pas ukrainiens, ils n'ont qu'à aller en Russie. Et, comment dirais-je, Lavrov a répondu, mais c'est très bien, c'est ce qu'ils font maintenant, ils s'en vont, sauf qu'ils partent avec leur terre. Quand on refuse des compromis, on arrive à des solutions extrêmes, et la solution extrême, c'est qu'eux veulent s'en aller. Alors évidemment, ils ont eu une insurrection qui a libéré une partie du Donbass, mais alors il y a une ligne de front qui a été très très fort renforcée pendant les 8 ans qu'a duré le conflit. Il y a eu les accords, alors en plus il y a eu les accords de Minsk qui n'ont pas appliqué, qu'ils ont dit qu'ils n'appliqueraient pas, qui étaient des accords qui étaient garantis par la France et l'Allemagne, et la France et l'Allemagne n'ont rien fait pour forcer l'application de ces accords. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a eu à aucun moment une volonté de compromis avec leur propre population dans l'est de l'Ukraine. Alors on est arrivé à un conflit ouvert, et l'intervention russe, qui pour l'instant est dans ces régions-là, à mon avis, elle est bien vue par les habitants, en tout cas du Donbass, des 2 autres régions, je ne sais pas, mais du Donbass c'est assez évident. Et alors ils vont faire partie de la Russie, qu'on le veuille ou non. Mais alors là la contradiction qu'il faut quand même soulever, à laquelle il faut que vous répondiez, c'est celle du droit à l'autodétermination des peuples. On a l'impression, Jean Bricmont, que vous en faites, sur le cas de l'Ukraine, le défenseur. Alors que, par exemple, sur Taïwan, on pourrait faire l'analogie et dire, d'accord, donc vous dites finalement, si les Ukrainiens de l'Est ont envie de se rapprocher de la Russie, ils en ont le droit. Alors on pourrait dire, si les Taïwanais ont envie de se rapprocher des Américains, ils en ont le droit aussi. Ils ont le droit d'installer des bases américaines, ils ont le droit de se séparer du pouvoir de Pékin.
Comment ça fonctionne? Parce que là, j'imagine que dans l'autre cas, le cas de Taïwan, vous n'êtes plus d'accord avec ça. Oui, mais attends une seconde. Moi, je n'ai... Bon, justement, de nouveau, je pense que dans tous les cas, tu vois, il y a une contradiction manifeste entre le droit d'autodétermination des peuples et la défense de l'intégrité territoriale. Le droit international est entièrement du côté de la défense de l'intégrité territoriale des États existants. Ce que je reproche à la politique américaine et occidentale en général, c'est de jouer, et d'ailleurs c'était la politique de l'Allemagne à l'époque de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième, de jouer sur le droit d'autodétermination des peuples, comme par exemple les Sudètes en 1938 avec Munich, pour diviser les États et affaiblir les États qui leur résistent. Je rejette le fait d'utiliser cette politique de façon arbitraire et à géométrie variable. Il ne faut pas oublier que c'est eux qui gouvernent le monde, pas moi. Moi, je critique cette politique, mais je suis d'accord qu'il y a une contradiction et que chaque cas individuel doit être traité de façon individuelle. Il ne faut pas oublier que jusqu'en mars 1962, l'Algérie, c'était 3 départements français. Droit de détermination des peuples ou intégrité territoriale. Toute la guerre d'Algérie était faite au nom de la défense de l'intégrité territoriale de la France, parce que l'Algérie faisait partie de la France. Et donc, chaque cas particulier est un cas particulier, et ce que je reproche, disons, de façon uniforme à la politique américaine, c'est eux qui ont 2 poids 2 mesures. Parce qu'ils sont pour l'autonomie de Taïwan, mais ils ne veulent pas l'autonomie de Donbass. Pourquoi? C'est eux qui décident, pas moi. Moi, je critique la politique d'ingérence, la politique d'hégémonie américaine, qui consiste justement à jouer, à avoir une attitude dans un cas, une autre attitude dans un autre. Parce que dans un cas, ils veulent affaiblir la Russie, dans l'autre cas, ils veulent affaiblir la Chine. Moi, je ne suis pas d'accord qu'ils doivent affaiblir ni l'un ni l'autre, ils ne doivent pas affaiblir l'Europe. Encore une fois, moi, je défends une position pro-européenne, pro-française, pro-belge, appelle ça comme tu veux, mais je pense que notre politique ne doit pas être alignée sur la politique des États-Unis, et en cela, je suis parfaitement gaulliste. Je ne dis pas que je suis gaulliste pour tout, mais pour ça, je suis entièrement gaulliste. Et je ne vois rien de scandaleux être gaulliste. C'est pas nazi, c'est pas fasciste, c'est pas stalinien. Non, c'est gaulliste. Une politique indépendante de la France et une politique d'équilibre. Alors pour Taïwan, c'est très différent de l'Ukraine, parce que Taïwan, tu vois, a fait partie de la Chine, à l'époque impériale, pendant des siècles. Et il est entièrement peuplé de Chinois. Il n'est pas peuplé de gens qui parlent une autre langue. Bon, ils n'ont pas réformé l'alphabet de la même façon, mais disons, ou la langue, mais disons, ils parlent chinois, ils sont intimement chinois, etc. Taïwan a été pris à la Chine à l'époque de l'histoire de l'humiliation, du siècle de l'humiliation, en 1895 par les Japonais. Il y avait Macao qui était pris par les Portugais, et alors il y avait Hong Kong qui était pris par les Anglais. Et ça, c'est les 3 parties de la Chine, si tu veux, qui ont été simplement volées à la Chine à ce moment-là. En 1945, Taïwan est retourné à la Chine. Personne n'a contesté ça. Personne n'a dit, oui, mais ça ne fait pas partie de la Chine. Non, ça faisait partie de la Chine. Les Japonais l'avaient simplement colonisé. Alors en 1949, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, la guerre civile entre le Kuomintang, les nationalistes, comme on dit, Chiang Kai-shek, et les communistes a été gagnée par les communistes, et les troupes du Kuomintang sont parties avec de l'or, etc., et de l'argent à Taïwan. À l'époque, la marine chinoise n'était pas capable de reprendre Taïwan, donc il y a eu une espèce il y a eu 2 Chines, et quand j'étais jeune, d'abord on appelait encore ça Formose, qui était le nom portugais d'une colonisation antérieure, et comment dirais-je, c'était eux qui représentaient la Chine à l'ONU. La Chine, c'était Taïwan, parce qu'eux disaient, il y a une seule Chine, mais c'est nous le gouvernement. Le gouvernement qui gouverne effectivement la Chine continentale sont des usurpateurs, et c'était la théorie officielle, c'est la théorie des États-Unis, c'est la théorie de la Belgique, de la France, bon. De Gaulle a rompu ça en 1964, il a reconnu la Chine, et puis les États-Unis, je crois en 1971, ont reconnu aussi la Chine, si tu veux, comme la Chine continentale, comme étant la seule Chine. Et donc, ils ont accepté la théorie d'une seule Chine, elle était reconnue en ONU comme une théorie d'une seule Chine, avec gouvernement à Pékin. C'est cela, et uniquement cela, qui a permis à tous les capitalistes américains d'investir en Chine, de faire des surprofits en exploitant les travailleurs chinois, de se débarrasser de la classe ouvrière américaine, qui n'est pas contente, mais ça c'est autre chose. Je veux dire, ils pourraient montrer un peu de reconnaissance par rapport à la Chine continentale, de leur avoir permis de faire de tels profits. Maintenant, évidemment, ils ne sont pas contents parce que ça a permis aussi à la Chine de se développer, mais n'empêche, pendant toute une période, ils ont fait vachement leur beurre sur cette affaire. Et ils ont laissé tomber Taïwan. Et Taïwan n'est plus reconnu comme la seule Chine que par un petit nombre de pays. Je crois même le Honduras, par exemple, qui est en train de changer, qui va changer d'attitude, etc. Et la plupart des pays du monde reconnaissent la Chine. Et c'est important de dire que c'est reconnu internationalement comme faisant partie de
alors, en plus, évidemment, pendant toute une période, le Kuomintang disait non, non, c'est nous la Chine, il n'y a qu'une seule Chine. Les mouvements indépendantistes sont venus plus tard, en particulier sur l'idée que, ils se rendaient compte que reprendre le pouvoir à Pékin, ce n'était pas très réaliste, donc ils ont dit, bon, on veut être indépendant. Mais moi, je ne défends pas tous les mouvements indépendantistes. Je remarque que, et ça je peux le retrouver, c'est que les propositions chinoises à l'époque dans les années 90, donc à l'époque de Deng Xiaoping, c'était laisser sur le plan interne toutes les, comment dirais-je, à Taïwan, toutes les institutions qui existent, y compris leur parlement, leur système judiciaire, etc. Mais formellement faire partie de la Chine. Il faut bien se rendre compte que des 3 parties qui ont été volées à l'époque du siècle de l'illumination, Macao, Taïwan et Hong Kong, toutes ces régions, même Macao, ont des statuts spéciaux. Macao est encore un endroit de casino, Hong Kong a un statut spécial, et alors Taïwan aurait un autre statut spécial. Maintenant, je pense que les Chinois sont un peu plus durs, mais ce serait formellement réuni, ça c'est vrai, et ce ne serait pas une partie, effectivement, ce ne serait pas une partie de la... Comment dirais-je, il n'y aurait pas de politique étrangère indépendante, ça c'est vrai. Mais je n'imagine pas si la Corse devait devenir indépendante, qu'elle puisse devenir une base avancée des Russes ou des Chinois. Il faut tenir compte de la géographie. Je veux dire, Cuba, quand il y a eu les missiles, ils ont dû les retirer. Je n'imagine pas qu'à l'époque du pacte de Varsovie, le Mexique puisse faire partie du pacte de Varsovie. Je veux dire, il y a un moment donné, quand tu me dis qu'une partie de l'Ukraine serait russe, oui d'accord, mais la Russie est déjà à côté de l'Ukraine. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt que l'Ukraine, si elle faisait partie de l'OTAN, ferait de l'Ukraine une base avancée des États-Unis contre la Russie. C'est plutôt ça ce qui se passerait. Et bien sûr, les Chinois ne peuvent pas accepter que Taïwan devienne une base, je suis désolé. De nouveau, il y a un conflit entre 2 principes. Et à chaque cas particulier, tu dois essayer de trouver une solution de compromis. Et je pense que les Chinois proposaient des compromis à Taïwan. Maintenant, je ne sais pas ce qu'ils proposent. Mais les États-Unis mettent de l'huile sur le feu et systématiquement renforcent. Quand Pelosi a été à Taïwan, ça a déchaîné une fureur sur les réseaux sociaux chinois, Weibo, je crois que ça s'appelle, sur le Facebook chinois, et contre les autorités de Pékin, parce que les autorités de Pékin n'ont pas réagi avec fermeté face à l'arrivée de Pelosi à Taïwan. Je veux dire, s'il devait déclarer l'indépendance, ce serait la guerre. Hein. Donc, le moins qu'on puisse dire, ça n'en vaut pas la peine. Et je ne suis même pas sûr que les Américains seraient capables de faire la guerre à la Chine, parce que c'est quand même loin de leur base. Je veux dire, faire la guerre pour Taïwan, ça me paraît une absurdité complète. Mais moi, je suis d'accord que c'est une absurdité complète de faire la guerre pour le Donbass, sauf que dans le Donbass, la guerre était déjà là avant l'intervention russe. Elle est là depuis 2014, elle est là parce qu'il y a des luttes de libération nationale, il y a ce qu'on pourrait appeler une lutte de libération nationale au Donbass. Et Taïwan, de toute façon, mettons qu'il ne se déclare pas indépendant, statu quo, on laisse traîner. Qu'est-ce qu'on fait avec Chypre? On laisse traîner. Qu'est-ce qu'on fait avec le Sahara? On laisse traîner. Qu'est-ce qu'on fait avec le Cachemire? On laisse traîner. Il y a un tas de situations, on laisse traîner. On peut laisser les choses comme ça. Pourquoi provoquer? Les Américains veulent provoquer, ils voudraient que les États-Unis, la Chine intervienne, parce qu'alors, ils peuvent déclarer la guerre ou prendre des sanctions, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. C'est absurde. On laisse traîner, qu'on laisse les choses en l'état, c'est tout. Les Taïwanais, pour l'instant, tu vois, à la fois, les Taïwanais, en pratique, font partie de la Chine, ils investissent en Chine, ils travaillent en Chine, les Chinois qui travaillent à Taïwan, etc. En pratique, d'un point de vue, si tu veux, matérialiste, économique, etc., ils font partie de la Chine. Et sur le papier, ils sont indépendants. Ils ont leur parlement, ils ont leur truc. Bon, mais tant qu'ils font pas... Je ne suis pas sûr qu'ils veulent vraiment un conflit armé, ça, je ne le pense pas. Et je ne pense pas alors que par conséquent, ils veulent vraiment être une base avancée des États-Unis. Mais en même temps, j'ai l'impression que tout votre raisonnement repose sur un postulat qui est que les populations à l'est de l'Ukraine veulent se rattacher à la Russie. Et on le voit, par exemple, à travers les référendums. Mais on pourrait vous dire, ces référendums sont une blague, avec des scores de 97%, 99%. Comment être certain de cela? Quel a été bon, tu ne connais pas le chiffre, j'ai regardé avant de venir. Quel était le pourcentage en faveur de l'indépendance de l'Algérie lors du référendum de 62 sur l'indépendance de l'Algérie dans les populations algériennes? Aucune idée. 99,72%. Ah oui. Ce sont des musulmans, évidemment, pas des Européens, mais bon, enfin, les musulmans, on l'appelle musulmans, mais bon. Non, quand c'est des questions nationales, tu peux avoir des scores distaliniens.
Dans les élections réelles, non. Mais quand c'est des questions nationales, ça ne m'étonne pas nécessairement. En plus, évidemment, les gens que, je ne sais pas, il faudrait voir la participation. La participation était élevée, mais c'est évident que les gens qui vont voter ne votent que pour voter oui. Donc, évidemment, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des pourcentages pareils pour le oui. On pourrait vous dire que ceux qui voudraient voter non ont peur. On peut me le dire, mais où sont les preuves? Je veux dire, le problème, c'est que, tu vois, il faut aussi voir comment les référendums est vu ici. Ici, on dit, oh, mais ça compte pas, c'est contre le droit international, c'est avec quoi je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est contre le droit international. Mais sur le droit international, il y a quand même un phénomène sur lequel les Occidentaux devraient se poser des questions. Comme je l'ai toujours dit, tous les pays ce qu'on appelle le Sud global, maintenant, du tiers-monde, dans le temps, ils sont tous attachés au principe de la souveraineté nationale, donc non-ingérence, non-intervention, a fortiori non-intervention armée. Néanmoins, quand tu vois les votes à l'ONU, le premier vote a condamné la Russie, le deuxième déjà moins, et surtout, ils n'ont pas appliqué les sanctions. Même des pays, entre guillemets, d'extrême droite, comme le Brésil, enfin, je veux dire, c'est même ahurissant. Moi, j'ai été étonné. C'est le truc qui m'a le plus étonné dans cette affaire, et qui pour moi est le plus significatif dans cette affaire, c'est le fait que les pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine n'ont pas, à quelques exceptions près, n'ont pas appliqué les sanctions imposées par les États-Unis contre la Russie. Ce qui fait que ces sanctions sont, à terme, sans effet, parce que les Chinois, c'est quand même une puissance économique importante, et si eux font du business, ou l'Inde, s'ils font du business avec la Russie va s'en sortir, elle ne va pas être étranglée, et s'il y a 2% de diminution du PNB, ça ne va pas faire la révolution en Russie, contre Poutine. Et alors, évidemment, le problème, ça c'est un premier problème, et l'autre problème, c'est quand tu regardes les référendums tels qu'ils sont vus par les Russes, évidemment avec leurs images à eux, ils vont voir des populations. Moi j'en ai vu, je n'en vois que ceux traduits en français, mais eux ils les écoutent en russe évidemment, et il y en a beaucoup plus, où tu vois des gens en larmes qui sont là et qui disent il y a 8 ans qu'on attend ça, merci, les Russes sont là, on retourne à la mère patrie, on est russe, on a toujours été russe, etc. Ces témoignages existent, alors ils sont manipulés, ben, peut-être, mais alors les témoignages qu'on nous sert d'Ukrainiens sont peut-être manipulés aussi. Je veux dire, moi je ne crois aucune propagande, je dis simplement qu'en Russie, ça va être vu comme un retour à la mère patrie de populations russes qui ont été annexées, comme je dis, à l'Ukraine de façon arbitraire à l'époque soviétique. D'ailleurs, pour la petite histoire qui doit faire plaisir à la fois à Zemmour et à BHL, c'est j'ai vu des Ukrainiens russes qui disaient « Ah, on a entendu crier Allahu Akbar et on était tellement contents de savoir que les Russes arrivaient. » Allahu Akbar, c'était les Tchétchènes. Mais ça, c'est pour la petite histoire. Mais bon, je veux dire, il faut aussi essayer de... Tu vois, tu ne peux pas avoir de diplomatie si tu refuses de voir le point de vue de l'autre. Et comme nous, on est là dans l'hystérie anti-russe, russophobe, etc., on l'a fait avec l'histoire. On l'a fait aussi déjà dans l'histoire du Russiagate depuis l'élection de Trump. On nous dit c'est les Russes, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et donc, si tu veux, tu as une intoxication avec les Russes qui nous fait que nous sommes incapables de comprendre le point de vue d'abord des Ukrainiens de l'Est et puis des Russes de Russie. Mais encore une fois, si tu prends Taïwan, si Taïwan voulait être indépendant, mais évidemment, indépendant et une base américaine, c'est autre chose. Mais regarde la géographie. Que Taïwan soit une base américaine, elle est tout près de la Chine. Que le Donbass devienne russe et soit une base russe, ça n'a aucune espèce d'importance, puisque la Russie est à côté de l'Ukraine. C'est plutôt l'inverse, c'est que l'Ukraine devienne une base américaine. Tu vois, ce serait plutôt comme si le Mexique devenait une base russe. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, comme je dis, le diplomate, c'est quelqu'un qui est capable de se mettre à la place de l'autre qu'il a en face de lui. C'est-à-dire comme ça dans les négociations. Si tu négocies avec des gens, ben, tu essaies de voir ce qui est crucial pour eux et ce qui est crucial pour toi, et tu essaies de céder sur ce qui est crucial pour eux et pas ce qui est crucial pour toi. Mais je ne vois pas ce qu'il y a de crucial chez les Américains, à part vouloir détruire la Russie, avoir l'Ukraine dans l'OTAN, ou l'avoir dans l'Union européenne, etc. Je veux dire, et ne pas avoir la moindre concession vis-à-vis des Ukrainiens de l'Est. Je reviens toujours à ce point de départ qui est le point de vue des Ukrainiens de l'Est. Mais alors justement, les Occidentaux vont dire que la raison pour laquelle on se méfie de la Russie et on s'arme contre elle, c'est précisément cette agression contre l'Ukraine qui démontre qu'en fait... En 2014, il y avait Madame Soleil qui a vu qu'il ne fallait pas faire de concessions avec les Ukrainiens de l'Est de façon parce que les Russes allaient intervenir, ou c'est l'inverse, la dialectique va dans l'autre sens, où on a fait toutes les provocations possibles et imaginables contre les Ukrainiens de l'Est et pour mettre l'Ukraine dans l'OTAN de façon à faire intervenir la Russie. Où est la causalité?
Parce que maintenant, on dit, ah, vous voyez, ils sont intervenus en 2022, donc en 2014, on avait raison de ne pas faire de concessions. C'est ça. Mais non. C'est ça qu'ils disent. Et oui, ben, ils ont tort. Je veux dire, moi, je dis, c'est précisément parce qu'on n'a pas fait de concessions depuis 2014 qu'ils sont intervenus en 2022. Ils ont bombardé le Donbass. Même encore maintenant, ils bombardent des installations civiles avec des armes américaines très précises. Ils bombardent des bus, ils bombardent des écoles, etc. Tu as des témoins. Va sur le Donbass Insider, qui est un site en français, malgré le titre, et où tu as des tas de témoignages avec des vidéos, des gens qui sont sur place, qui te montrent des civils tués dans le Donbass par les bombes ukrainiennes. Je veux dire, il n'y a pas que des massacres de civils dans l'autre camp. Et je pense que les Russes, j'ai peur que tout s'accélère avec l'impossibilité de négocier, mais que pour l'instant, ils n'appliquent pas la tactique que les Américains ont appliquée en Irak, etc., de bombardement massif des installations civiles. Ça, moi, j'étais là en 91, j'ai suivi la guerre en 91. Déjà en 91, c'était terrible ce qu'ils ont fait. Et en 2003 aussi. Supprimer, détruire l'approvisionnement d'eau, et tu as eu des catastrophes humanitaires sans nom. Pour l'instant, ce n'est pas la situation en Ukraine. Il y a le téléphone, il y a Internet, il y a tout ce que tu veux. Mais les Russes risquent d'utiliser toutes leurs forces pour y mettre fin si on n'accepte pas un cessez-le-feu, une négociation, etc. Ce qu'on n'est pas prêt à accepter. Mais moi, tout ce que je dis, c'est qu'il faut une conférence de paix, il faut lever les sanctions, il faut discuter, il faut faire... par exemple, prends quelqu'un qui n'est pas suspect d'être un horrible gauchiste pro-Poutine comme moi, Geoffrey Sachs. Tu le connais sans doute comme un économiste bien connu, qui a été considéré comme néolibéral, même s'il le nie, et qui ne l'est plus maintenant, mais qui a ses entrées à la Maison-Blanche. Il a été, à la fin 2021, à la Maison-Blanche, et il leur a dit, écoutez, vous devez parler avec les Russes. Si vous ne parlez pas avec les Russes, il y aura la guerre. On a dit, on s'en fout. Il le dit. Et il dit aussi quelque chose de très intéressant, c'est quand il y a eu la chute du mur et de l'Union soviétique, etc., il a demandé de l'argent pour aider la Pologne, on lui l'a donné. Il a demandé de l'argent aux États-Unis pour aider la Russie, on ne lui a pas donné. On lui a dit, non, la Russie, on n'aide pas. Et donc, le biais anti-russe était déjà là à ce moment-là. Tu vois. Et je veux dire, qu'un type comme lui, que Mearsheimer, que d'autres n'arrêtent pas de dire, et je pense que Geoffrey Sachs c'est peut-être le plus articulé, le plus indépendant de tout biais pro-russe et tout ce que tu veux. Et encore une fois, c'est un économiste plutôt mainstream qui disent ouvertement, explicitement qu'on a refusé, que lui-même est intervenu et on l'a envoyé promener quand lui-même voulait des négociations. Parce que n'oublie pas que fin 2021, Poutine, Lavrov, etc. ont dit maintenant on veut des négociations globales sur un accord de sécurité en Europe. Notre sécurité est garantie, la vôtre aussi. Tu comprends? Ça, c'était vraiment la dernière porte de sortie. Et le fait que quelqu'un d'intelligent ait été dire à Maison-Blanche, voilà, maintenant, c'est la dernière chance, il faut négocier, et qu'on lui a dit, allez vous faire foutre, ça montre bien qu'on était prêt à voir la guerre, on voulait la guerre. Mais en même temps, en appelant à la paix, comme vous le faites, est-ce qu'on peut... À la négociation. À la négociation avec donc les Russes, est-ce que c'est pas une forme... Avec des populations russes du Donbass, de l'Ukraine, oui. Pour être précis. Hein. Oui, il faut être précis, effectivement. On pourrait vous dire que vous êtes d'une certaine façon un Munichois, du nom de ces accords de paix qui ont été faits avec Hitler sur la question de la Tchécoslovaquie en 1938. Oui. Et qui n'ont d'ailleurs pas du tout stoppé la guerre, bien au contraire. Oui, mais tu vois, Munich, il y a Munich dans la réalité et Munich dans le fantasme. Dans la réalité, quand il y a eu les accords en 1938, il y avait deux arguments, si tu veux. Il y en a un, c'est que la Tchécoslovaquie était aussi... Tous ces pays sont issus du démembrement de l'Empire austro-hongrois à la fin du traité de Versailles, etc. Et de nouveau, on a mis ensemble des populations qui n'avaient pas envie d'être ensemble. En particulier, il y a une partie de la Tchécoslovaquie qui s'appelait les Sudètes, et qui étaient germanophones et germanophiles, et ça posait un problème, si tu veux. Et donc Hitler voulait annexer ça, et Chamberlain et Daladier, donc qui représentaient la France et l'Angleterre, ont accepté, avec Mussolini, ils étaient à 4, et ils ont accepté cette annexion. Alors, les Tchèques disaient que c'était nécessaire d'avoir ça parce que c'était une barrière naturelle à une invasion allemande qui a eu lieu un peu après, mais quand il y a eu l'invasion allemande, même Chamberlain a dit que bon, toute sa politique avait échoué. Alors quand tu connais la suite de l'histoire, c'est très facile de condamner, mais si à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens en France même qui étaient munichois,
parce qu'ils pensaient qu'ils fallait, ils avaient pas, d'abord, tous ceux qui avaient combattu dans la guerre de 14 n'avaient pas envie de repartir au front, et on peut les comprendre. C'est très facile, quand on a la vie confortable que toi et moi avons, et qu'on n'a pas fait la guerre de 14, de juger les gens qui ne voulaient pas repartir comme en 14. Et alors, évidemment, je ne sais pas ce que j'aurais dit à l'époque. Il y a une autre interprétation qui était qu'il voulait pousser Hitler vers une guerre contre l'Union soviétique. Et la Tchécoslovaquie était des pays européens le plus proche de l'Union soviétique et voulait être protégé par l'Union soviétique. Et ce que je pense qu'ils auraient dû faire à l'époque, c'est une triple alliance, Angleterre, France et Union soviétique. Une alliance de containment par rapport à l'Allemagne nazie. Ça ne veut pas nécessairement dire de faire la guerre. Après, ils ont fait des garanties à la Pologne. Quand l'Allemagne a voulu faire un nouveau Munich, si tu veux, avec la Pologne, avec Danzig, etc., les Polonais ont refusé, croyant qu'ils seraient appuyés par l'alliance franco-anglaise. Et puis après, quand la Pologne a été envahie, les Français et les Anglais n'ont rien fait, n'ont pas fait grand-chose. C'était la drôle de guerre. Donc, si tu veux, si tu regardes toute la période, il y a plein d'absurdités dans le refus d'une alliance avec l'Union soviétique, refus aussi du côté des Polonais. Je veux dire, il y a des tas d'absurdités dans la politique occidentale. C'est pas simplement, oh, on a été trop gentil avec Hitler, et puis M. Hitler est devenu, comme c'était un type très méchant, on devait savoir qu'il était très méchant et il a fait la guerre. Non, la dialectique qui a mené à la guerre est compliquée. Mais alors après, il y a Munich dans le fantasme. En 1965, quand, comment dirais-je, Johnson, qui est président des États-Unis à ce moment-là, accélère la guerre du Vietnam, il dit exactement ce que tu dis, la paix, il ne faut pas oublier que si on n'intervenait pas plus au Vietnam, ça ne ramènerait pas la paix, parce qu'on a l'expérience de Munich. Et donc, les nationalistes vietnamiens qui se battaient pour l'indépendance de leur pays, c'était Hitler. Quand Nasser a nationalisé le canal de Suez, la presse anglaise l'appelait Hitler sur le Nil. Quand il y a eu la guerre en Irak, Bush était en Pologne, ça c'était plus Munich, il a dit nous allons faire la guerre parce que nous ne voulons pas répéter l'expérience tragique d'août 39. Août 39, c'est l'accord germano-soviétique. Qu'est-ce que l'Irak a à voir avec l'accord germano-soviétique? Qu'est-ce que les Vietnamiens ont à voir avec Hitler? Qu'est-ce que Nasser avait à voir avec Hitler? Maintenant, le canal de Suez, entre parenthèses, est égyptien. Hein. Il est quand même devenu égyptien. Le Vietnam est devenu indépendant. Et il n'y a pas d'Hitler qui s'est emparé du monde, etc. Donc, si tu veux, le problème que j'ai avec Hitler, c'est que ça fait partie du fantasme. Et ça fait aussi partie du fantasme de la victoire de 8 mai 1945. Donc d'abord on a les méchants munichois qui ont voulu l'apaisement, et puis finalement ça s'est bien terminé avec l'effondrement du Reich, suicide d'Hitler, procès de Nuremberg pour les dignitaires nazis, etc. Et on va refaire ça à tous les coups. On a voulu, quand il y a eu la reconquête de l'Indochine par la France en 1945, 1946, voilà, il n'était pas question de négocier avec Ho Chi Minh qui avait déclaré l'indépendance du Vietnam. Pas de négociation, on va gagner, ça se termine comment? Dien Bien Phu et négociation, accord de Genève. Accord de Genève violé par les Américains. Entre parenthèses, quand Kennedy est arrivé au pouvoir, il est venu rendre visite à De Gaulle, et De Gaulle lui a dit « N'allez pas au Vietnam, vous allez vous enfermer dans une escalade ». Il lui a dit très tôt, avant qu'il y ait une vraie escalade. Il a dit « Aucune puissance au monde ne pourra imposer sa volonté, venant de l'autre côté des mers, sa volonté aux Vietnamiens ». C'est exactement ce qui s'est passé, mais évidemment, comme je viens de le dire avec Johnson, on a dit oui, non, on ne va pas faire de politique d'apaisement, pas de négociation, etc. Ça se termine comment? Les accords de Paris en 1973. Algérie, quand il y a l'insurrection algérienne qui commence en 1954, on nous dit oui, mais ça, en question de police, Mitterrand a dit la négociation c'est la guerre, la Méditerranée traverse la France comme la Seine traverse Paris, etc. On va mettre ça à la fin, c'est quoi? C'est les accords d'Évian en 62. Donc, dans tous ces cas, tu as soit une victoire totale qui mène à un chaos, comme en Irak, où finalement l'Irak est relativement indépendante et beaucoup plus proche de l'Iran que les Américains le souhaiteraient, ou bien le chaos comme c'est le cas en Libye, ou bien la famine et la dévastation comme c'est en Afghanistan, où là il y a entre guillemets une victoire totale, ou bien alors des situations où finalement on est obligé de négocier. Donc moi, tu vois, les Ukrainiens, la digne ukrainienne aujourd'hui, c'est la victoire, c'est la reprise de tout le territoire historique, tel que créé artificiellement à l'époque soviétique, de l'Ukraine, y compris la Crimée. Bon, ben qu'ils y aillent, moi, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est pas moi qui décide du sort des armes, mais je les vois pas, je vois pas les Russes. C'est pas parce que les Russes ont reculé sur un front qu'ils vont laisser tomber la Crimée. Hein. Je veux dire, il y a encore la mer à boire. Tandis que du côté des Russes, je suis désolé, le russe, c'est la libération du Donbass, qui est une partie russophone et russophile. Et alors, évidemment, aussi
ce qu'ils appellent dénazification, démilitarisation, mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce que, comme tu sais très bien, pour les antifascistes français, nous sommes tous les deux nazis, donc je ne sais pas ce que c'est que nazi, il faut voir la définition, tu comprends? Bah, les troupes qu'on voit... Ah oui, non, non, il y a plein de troupes réellement nazies, mais je veux dire, je ne sais pas ce que les Russes entendent par là, tu comprends? Les Russes ont tendance à jouer sur la corde anti-nazie encore plus que nécessaire, tu vois. Mais ils ne sont pas aussi délirants que les antifascistes français, mais ils pourraient, je dis, il faudrait voir la définition. Pour moi, ces deux expressions n'ont pas de sens précis, mais ce qui a un sens précis et qui pour moi est légitime, c'est la défense des populations, encore une fois, des populations du Donbass avec lesquelles on aurait dû négocier plus tôt et avec lesquelles on devra négocier. On devra négocier. Moi, je ne vois pas l'Ukraine être capable de tout reprendre. Et en plus, alors, c'est intéressant aussi de se demander qu'est-ce qui se passerait s'ils reprenaient tout. Est-ce que ces populations qui ont montré leur hostilité par les votes, parce que tu regardes les votes avant tous les événements de 2014, l'Ukraine est coupée en deux. Il y a une partie qui vote pour des candidats entre guillemets pro-russes et d'autres pour des candidats pro-occidentaux. C'est totalement, je peux te montrer les cartes, c'est totalement coupé en deux. Et ça va au-delà du Donbass. Mais bon, dans le Donbass, c'est encore plus fort. Qui se sont battus, qui ont créé des milices autoproclamées, mais des milices pour combattre les Ukrainiens depuis 2014. Ces gens-là vont laisser se faire annexer, parce que pour eux, maintenant, ce sera une annexion par l'Ukraine. Mais non, évidemment, il y aura de la guérilla, il y aura de la résistance. La seule solution, c'est ce que Xavier Moreau appelle la solution croate, c'est-à-dire l'expulsion massive des populations, ça fait des millions de gens. Solution croate, qui est ce qui s'est passé en 1995 en Croatie. Il y avait là une population serbe qui était là depuis l'Empire austro-hongrois. En fait, ils étaient là comme tampon entre l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman, enfin, dans le temps. Et ils ont été simplement manu militari, chassés de leur terre ancestrale, tout le bazar, par les Croates. Parce qu'évidemment, ils n'aimaient pas avoir, dans une Croatie qui était un pays très nationaliste. Tout le problème, évidemment, de ce droit d'autodétermination des peuples, c'est où sont les frontières? Que fait-on des minorités dans les minorités? Il y avait une phrase dans la guerre en Yougoslavie que les gens répétaient, c'est pourquoi dois-je être une minorité dans votre État alors que vous pouvez en être une dans le mien? Tu vois, ça c'est tout le problème, effectivement. Tu vois, par exemple, un des trucs qui était absurde à la fois en Yougoslavie et dans le démembrement de l'Union soviétique, c'est que personne n'a défendu l'intégrité territoriale de la Yougoslavie contre les séparatistes. Personne n'a défendu l'intégrité territoriale de l'Union soviétique contre les républiques qui voulaient s'en séparer. Mais quand les républiques s'en séparent, alors les frontières de ces républiques deviennent sacro-saintes, y compris quand il y a des minorités qui voudraient être dans l'autre État ou qui voudraient être indépendantes, etc. Ce qui s'est passé dans toutes les guerres en Yougoslavie. Alors évidemment, l'intégrité territoriale de la Serbie, alors on va revenir à l'exemple que Poutine utilise tout le temps, c'est le Kosovo, et que les Serbes utilisent encore. Même les Serbes disent, nous, on est pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais alors l'intégrité territoriale de la Serbie, ça regroupe le Kosovo. C'est clair que les albano-kosovars, qui sont la majorité au Kosovo, ne veulent pas faire partie de la Serbie, mais c'est la même chose dans le Donbass. Et donc, si tu veux, la question, de nouveau, qui est prêt à faire des concessions? Revenons en 99, la guerre en Yougoslavie, la guerre au Kosovo, où j'étais opposé, évidemment. Mais en 99, il y a les négociations de Rambouillet. Donc, ils amènent les Serbes et les plus extrémistes, ils ont pris les plus extrémistes des Albanais pour négocier. Ils n'ont même pas négocié, ils ne sont même pas rencontrés. Ils ont négocié uniquement avec les Américains, qui étaient représentés par Madeleine Albright, qui était manifestement, fanatiquement interventionniste, etc. Et qui a dit d'ailleurs que 500 000 enfants irakiens qui meurent, ça en vaut la peine, etc. Enfin, elle a dit les pires monstruosités. Mais ils ont dit aux Serbes, écoutez, voilà, vous acceptez ce qu'on a écrit ici, où on vous bombarde, et dans ce qu'on avait écrit, c'était l'article 8, je crois, de leur accord, les troupes de l'OTAN peuvent bivouaquer, donc occuper, si tu veux, la Serbie. Toute la Serbie, pas seulement le Kosovo. Évidemment, ils n'ont pas accepté. Il y avait d'autres choses qu'ils n'acceptaient pas, mais ça, ils n'ont pas accepté. Et après, quand il y a eu la capitulation, d'une certaine façon, de la Serbie, après 78 jours de bombardement, qui ont des cris pleins contre des ponts, des infrastructures civiles et tout ce que tu veux, y compris l'ambassade de Chine, si je me rappelle bien, et la radio-télévision. Quand ils ont capitulé, ils n'ont pas accepté cette clause. L'OTAN n'a pas exigé ce qu'ils avaient exigé à Rambouillet. Donc pour provoquer la guerre, on met des trucs clairement inacceptables. Et puis quand finalement on estime qu'il vaut quand même mieux arrêter la guerre, parce que finalement, l'OTAN ne gagnait pas. L'armée serbe, quand elle s'est retirée du Kosovo, elle était pratiquement intacte, donc elle n'avait pas souffert des bombardements, ou pas beaucoup. Et donc,
ça marchait, les bombardements marchaient parce qu'ils détruisaient l'infrastructure civile et donc Milosevic s'est rendu compte qu'il devait signer un accord. Mais même quand il a signé l'accord avec les Américains, enfin avec l'OTAN, ils n'ont pas remis ce qui était inacceptable. Donc c'était là pour provoquer la guerre. Et donc ça montre la mauvaise foi et la volonté de ne pas négocier. Les Serbes étaient prêts à accorder une grande autonomie au Kosovo, qui d'ailleurs l'avait déjà avant. Tu vois, dans la République fédérale de Yougoslavie, il y avait de l'autonomie pour les provinces, pour les régions, etc. Il y avait une grande autonomie. Et donc, voilà, tu as tout le problème, comme je dis, des minorités dans les minorités, et que des républiques qui étaient purement administratives dans des États relativement unitaires comme la Yougoslavie et l'Union soviétique, quand ces États se démembrent, ces républiques, alors là, elles ont des frontières sacro-saintes et tu peux pas, ça devient, tu vois, l'intégrité territoriale. Mais je veux dire, les deux, encore une fois, les deux poids, deux mesures, ils sont chez eux, pas chez moi. Moi, je suis pour une politique indépendante de l'Europe, je le répète tout le temps, une politique qui ne s'aligne évidemment pas sur les Russes, il n'y a personne qui veut s'aligner sur les Russes, mais qui ne s'aligne pas sur les Américains, ce que nous faisons. C'était ce que voulait De Gaulle. Je veux dire, moi, je n'ai pas une position... je ne suis pas d'accord que nous devons ingérer dans toutes les affaires du monde, mais nous ne devons certainement pas jeter de l'huile sur le feu pour aggraver les conflits comme le font les Américains un peu partout dans le monde. Et tu le sais très bien de l'Amérique latine. Alors là, en Amérique latine, il n'y a pas photo, il n'y a pas d'excuse, il n'y a rien du tout. Hein. Ils vont systématiquement... Mais par exemple, avec le Nicaragua, il y avait les Indiens Mitsikos. Les Américains sont mis à utiliser les Indiens Mitsikos contre le gouvernement central nicaraguayen, mais ils s'en foutent évidemment. Maintenant, Nicaragua est encore unitaire, je ne sais pas, ils ont fait des accords avec ces Indiens, mais il y a des compromis, mais bon, moi je suis pour les compromis, hein, mais évidemment pas. Mais quand tu as tout le poids des États-Unis qui se met du côté d'une minorité ou d'une majorité pour faire pression et avoir une politique irrédentiste, alors évidemment, tu aggraves les conflits partout. Jean Bricmont, merci beaucoup. Ben, je vais quand même rajouter un mot, c'est que bien que je viens, comme à peu près tous les citoyens belges ou français, d'une famille qui, en partie, a souffert pendant les deux guerres mondiales, moi, je souhaite la renaissance, pas du nationalisme, mais du patriotisme allemand. Je pense que la clé, et c'était déjà le problème avec De Gaulle, tu vois, De Gaulle, c'est très intéressant. Je lis ses mémoires, je lis ses entretiens avec Perfit, etc. Il a fait 2 guerres avec les Allemands. Et dans ces 2 guerres, il était allié des Américains. Mais quand tu regardes sa politique après 1958, il est beaucoup plus anti-américain qu'il n'est anti-allemand. Parce qu'il se rend compte que les Américains, c'est eux qui veulent dominer la France et pas l'Allemagne. Et l'Allemagne, ça a été, comme il dit, son plus grand espoir et sa plus grande déception. C'est le fameux traité de l'Élysée, dont parle souvent Asselineau, où il a voulu réellement créer une Europe européenne. Bien sûr, il s'en foutait de pays comme le Benelux, qui n'était pas important à l'époque. À l'époque, c'était l'Europe des 6, donc l'Allemagne, la France, l'Italie, mais l'Italie était très faible, et puis les 3 pays du Benelux. Et il voulait une alliance entre la France et l'Allemagne. Et l'Allemagne, parce qu'elle était déjà américanisée, a rendu cette alliance impossible. C'est l'Allemagne qui a saboté l'Europe européenne. Et encore aujourd'hui, l'Allemagne domine l'Europe, mais comme vassale des États-Unis. Et mon espoir, c'est que, évidemment, je ne veux pas qu'ils reviennent à Hitler ou à Guillaume II, mais je veux qu'ils retrouvent leur dignité et qu'ils cessent d'être les valets des États-Unis. Et alors, peut-être, ils seront d'accord pour être sur un pied d'égalité avec d'autres pays d'Europe. Mais un autre exemple, oui, non, ça, je pense que c'est le cœur de ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. Et peut-être que l'histoire de Nord Stream 1 et 2 va leur ouvrir les yeux, même si moi je ne suis pas convaincu que ce soit les Américains. Je pense qu'il doit y avoir dans les services américains des gens qui ont un rôle là-dedans. Ça, c'est ce que je pense. Un autre exemple qu'on peut donner aussi, c'est tout le monde nous dit Orban n'est pas démocrate. Orban veut faire un référendum sur les sanctions. Ben, on devrait exiger ça ici. La gauche, au lieu de vouloir taxer les super-profits, ce qui ne va rien changer, taxer les super-profits, ça ne va pas rapporter une goutte d'énergie. Hein. Absolument pas. Tu vas utiliser cet argent pour mettre un bouclier tarifaire. Mais le bouclier tarifaire, si le bouclier tarifaire est suffisamment élevé, si le prix de l'énergie est suffisamment bas, les gens vont continuer à consommer et tu vas avoir des pénuries. À partir du moment où il y a une pénurie de biens, forcément, tu as un problème. Les prix montent, ou bien tu bloques les prix artificiellement et tu as des pénuries. Je veux dire, parce qu'on s'est volontairement privé du commerce avec la Russie. Et si
Si on continue sur cette voie, on peut arriver à la guerre nucléaire. Moi, je souhaite vraiment la renaissance d'un sentiment national allemand qui se rendrait compte que les Allemands sont européens et refusent d'être le jouet des Américains. Mais ça, c'est le point crucial, et c'était le point crucial depuis De Gaulle. Une Europe européenne ne peut pas se faire avec une Allemagne vassalisée aux États-Unis, ni avec une France vassalisée, ce qui est malheureusement le cas maintenant. Mais... Voilà, c'est fini. Cette fois, c'est fini. C'est fini. Et c'était encore une fois très intéressant. Merci beaucoup, Jean Bricmont. Merci. Et à bientôt. Merci Vincent, à bientôt.